Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. À suivre ce matin, une audition menée par la Commission des finances suite à l'enquête de la Cour des comptes sur l'entretien du réseau ferroviaire national. Cette audition a été initiée par la sénatrice UMP de la Gironde, Marie-Hélène Deségaux. Cette audition a pour objectif d'entendre les différents magistrats qui ont mené cette enquête pour la Cour des comptes. Il s'agit aussi de recueillir les observations de la SNCF, de Réseau Ferré de France ou encore du ministère de l'Écologie. Tout de suite donc, retour à cette audition qui a eu lieu mercredi dernier, salle Clémenceau. Mes chers collègues, pardonnez-moi de ne pas faire le tour de la table, mais je ne voudrais pas accroître le retard avec lequel nous entamons cette audition. Et je suis confus de ce retard, mais qui est provoqué par une réunion préparatoire à une autre audition dans le cadre du même article 58.2 de la LOLF, Monsieur le Président Deschmaquer, réunion qui avait lieu et qui se poursuit d'ailleurs avec votre collègue Monsieur Lefa. La semaine prochaine, nous avons donc une autre audition de cette nature sur le Centre national de la cinématographie, également audition ouverte à la presse et qui peut-être aura encore plus de succès, n'est-ce pas, auprès de l'extérieur. Mais je crois que déjà sur le réseau ferré national, il y a un très réel intérêt et qui dépasse de beaucoup les limites de notre Assemblée. Par conséquent, nous avons le plaisir d'accueillir le président de la 7e Chambre, M. Christian Deschmaquer, bien sûr. C'est la Cour qui voilà, oui, absolument. Et donc, monsieur, bon, écoutez, il ne faut pas faire d'image. La Cour, elle n'obéit pas aux classifications d'une assemblée parlementaire, n'est-ce pas? Voilà. Hein, voilà. It is a joke. Alors, monsieur André Lemaire, le rapporteur. Monsieur François Casala, le contre-rapporteur, hein, ce qui exprime la tradition des procédures collégiales au sein de la Cour. Et les organismes concernés, Réseau Ferré de France, M. Alain Quinet, donc le directeur général délégué. Pour la SNCF, M. Pierre Izard, directeur général de SNCF Infra, ça veut dire infrastructure, je suppose? Oui, c'est ça. Et pour le ministère de l'Écologie, ministère chargé des Transports, M. Daniel Burceau, le directeur général de l'infrastructure, M. Burceau, c'est ça, de l'infrastructure, des transports et de la mer. Table ronde ouverte et avec en particulier nos collègues membres de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la benjamine de nos commissions que préside mon collègue le sénateur Raymond Vall. Nous allons donc procéder à cette audition filmée et retransmise en direct sur le site internet du Sénat. C'est, je le crois, d'abord à l'initiative de la rapporteure spéciale ou de Madame le rapporteur spécial, puisque chacune est maîtresse de son appellation, donc c'est Madame le rapporteur spécial en l'espèce, et des crédits relatifs au transport et aux infrastructures, Madame Marie-Hélène Deségaux, donc c'est à son initiative que nous devons la tenue de cette audition. Comme à l'ordinaire, la Cour va, si elle le veut bien, nous présenter succinctement les conclusions de son rapport. Puis la discussion s'engagera, mais afin de mieux lancer le débat et de permettre à la Cour, mais je pense que ceci a fait l'objet d'une utile préparation, de se concentrer sur l'essentiel, eh bien c'est Marie-Hélène Deségaux, rapporteure spéciale, qui va à présent s'exprimer et poser les bases de cette problématique que nous allons aborder ce matin. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, mes chers collègues, mesdames et messieurs, effectivement, la Commission des finances a demandé à mon initiative à la Cour des comptes de procéder à une enquête sur l'entretien du réseau ferré national. En effet, depuis 3 ans que je suis rapporteur spécial, j'avais eu l'occasion de m'interroger
sur l'organisation de la gestion de notre infrastructure ferroviaire. D'un côté, RFF, propriétaire et gestionnaire, et de l'autre, SNCF Infra, gestionnaire délégué. Qui fait quoi? À quel coût? Pour quelle efficacité? Bien, à ces questions, je dois dire que les principaux acteurs apportent des réponses souvent contradictoires. Il me semblait donc important que la Cour des comptes puisse nous permettre d'objectiver les termes du débat. Et la seconde question concerne évidemment l'équation financière de la maintenance du réseau. Comment pouvons-nous garantir un entretien qui assure la qualité, la sécurité du réseau ferré, compte tenu des contraintes financières que nous connaissons tous? Voilà, à très grands traits, les raisons qui m'ont conduite à solliciter cette enquête. Et je remercie la Commission d'avoir bien voulu accéder à ma requête. Je pense que cette enquête, ces résultats tombent au bon moment, tombent vraiment comme il faut. Et je voudrais surtout remercier les membres de la Cour des comptes qui ont travaillé sur ce rapport. C'est en effet un rapport, de mon point de vue, d'une très grande qualité, qui nous apporte un éclairage très approfondi sur ces questions et qui font ressurgir, je dirais, tous les problèmes que l'on peut se poser. Voilà, on est parti d'un petit sujet, l'entretien, et en fait, ce problème, on le voit bien dans votre rapport, fait ressurgir absolument tout ce qui est important à l'heure actuelle sur cette question. Je vais donc laisser la parole à la Cour des comptes, plus particulièrement au président de la 7e Chambre, au rapporteur et au contre-rapporteur, pour qu'ils nous présentent leurs travaux. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Nous allons donc entendre la Cour pour une première intervention. Elle réinterviendra à différentes reprises dans le débat. Pour cette première intervention, vous le savez, Monsieur le Président, il serait souhaitable que vous ne dépassiez point un quart d'heure. Voilà. C'est entendu, Monsieur le Président. Vous voudrez bien me pardonner, étymologiquement, le mot audit a quelque chose à voir avec l'oreille. Je suis difficilement audible aujourd'hui. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Comme Madame Deségo l'a indiqué, une demande qui a été adressée à la Cour des comptes par lettre du 21 novembre 2011 pour que la Cour mène une enquête sur l'entretien du réseau ferroviaire national. Alors tout de suite, une précision de langage. Le terme entretien doit être entendu dans ce travail comme maintenance. Maintenance désignant à la fois l'entretien au sens dépenses de fonctionnement et le renouvellement au sens dépenses d'investissement. Donc c'est une acception large du mot entretien qui a été retenu avec l'accord de Madame le rapporteur spécial. Ce qui était demandé, c'était que la Cour analyse le fonctionnement du système très spécifique à la France, qui a été créé par la réforme de 1997 et qui fait reposer la gestion du réseau ferroviaire sur deux acteurs, RFF, qui est depuis la réforme gestionnaire d'infrastructures et propriétaire du réseau, et la SNCF, gestionnaire d'infrastructures déléguée. Et cette mécanique complexe constitue un des chapitres du rapport de la Cour. Bien entendu, ce que la Cour a essayé de faire, c'est d'analyser les résultats de la politique menée dans ce domaine de l'entretien. Elle est partie, bien sûr, du fameux rapport Rivier de 2005, rapport de l'École polytechnique de Lausanne, puisque la référence en matière ferroviaire, c'est souvent cette École polytechnique de Lausanne. Donc le rapport Rivier de 2005 qui avait jeté un froid sur l'état du réseau, et la Cour a également assuré le suivi des recommandations qu'elle avait formulées dans un rapport de 2008 sur le réseau ferroviaire, une réforme inachevée, une stratégie incertaine. Alors, les points principaux que je souhaite présenter, et qui ne sont pas mon opinion, bien entendu, mais celle de la Cour des comptes, ces points sont les suivants. Premièrement, la maintenance est un véritable défi. La maintenance du réseau est un défi. Pourquoi ? D'abord parce que le réseau a des caractéristiques qui rendent cette maintenance difficile et lourde. D'abord, il y a la taille.
Si on raisonne en voie plutôt qu'en ligne, puisqu'une ligne, c'est souvent 2 voies, 48 000 km à entretenir, et on peut même y ajouter les 15 000 km de voies de service. Donc c'est déjà, rien que ce chiffre indique l'ampleur de la tâche. Autre caractéristique, la diversité. 1800 km de lignes à grande vitesse, 13 800 km de lignes classiques du réseau dit structurant, et 13 600, donc pratiquement autant, 13 600 km de lignes du réseau secondaire. Et il faut avoir en tête que près de 70% de ce réseau secondaire est parcouru par moins de 20 trains par jour. Et on a 6400 km de voies qui sont parcourues par moins de 10 trains par jour. C'est pas beaucoup, 10 trains. Autre caractéristique du réseau, son hétérogénéité. Je passe vite, bien sûr. Mais un point qu'il faut évoquer, c'est l'hétérogénéité par référence aux anciennes compagnies concessionnaires. Il y a encore des courants, des tensions de courants électriques différentes selon l'endroit où l'on se trouve. Je ne parle pas des tunnels dont les gabarits sont variables. Donc cette hétérogénéité ne facilite pas l'entretien. Et si j'évoque ces points presque historiques, c'est parce qu'une partie de l'équipement date d'avant la création de la SNCF. C'est d'ailleurs un signe de qualité de ce qui avait été construit à l'époque. Enfin, l'architecture du réseau, c'est un réseau relativement peu maillé. Alors, peu maillé, ça signifie que quand on ferme une voie, on ne sait pas par où faire passer le train. En langage très simple, c'est ça. Donc, on évite de fermer une voie. On la ferme pendant 2 heures, 3 heures, 1h40, et on la remet en service. L'entretien est beaucoup plus difficile que quand on peut carrément fermer une ligne et faire passer le train ailleurs. Le défi apparaît aussi en raison du retard qui a été accumulé dans la maintenance, retard qui est lié essentiellement à la très forte baisse des investissements de renouvellement du réseau depuis le début des années 80, autrement dit, depuis que l'on s'est lancé dans la construction des lignes à grande vitesse. La corrélation est forte et personne ne la conteste. On a fait des lignes à grande vitesse, on a sacrifié l'entretien du réseau, le renouvellement du réseau existant. Cela signifie que pendant longtemps, il y avait une politique implicite d'abandon d'une partie du réseau, mais je dis bien implicite, puisque il s'agissait simplement de peu à peu de créer une sorte d'accoutumance à l'idée qu'une ligne devait, en raison de son état, être utilisée avec des vitesses moindres. Donc on ralentissait les trains pour éviter des accidents. Enfin, l'autre aspect du défi, c'est le coût. Nous sommes sur un sujet à 2 milliards d'euros, grosso modo, chaque année, et le plan de renouvellement qui a été élaboré pour la période 2008-2015 représente 13 milliards d'euros d'investissement. Donc ceci, c'est le premier point. La maintenance, c'est un véritable défi technique, financier. Deuxième point, la laborieuse articulation entre RFF et SNCF. Bien sûr, ceci ne vise pas les personnes ici présentes, elles le savent bien, mais depuis la réforme de 1997, la relation entre les deux établissements publics a été d'une très grande complexité. Le dispositif conventionnel qui a été mis en place pour la maintenance, que la SNCF, partie infra, assurait pour le compte de RFF, ce dispositif est d'une très grande complexité et, oserais-je dire, une partie de l'énergie des deux établissements publics a consisté à essayer de régler les différends qui apparaissaient au fur et à mesure. Donc un système complexe, avec néanmoins un point positif qu'il ne faut pas négliger, c'est l'émulation qu'a créé RFF à l'égard de la SNCF, avec une sorte d'abandon du monopole qu'avait la SNCF. La SNCF s'est trouvée mise en concurrence dans certains cas de manière très limitée, mais la menace existait, a été mise en concurrence
Donc il s'est créé une tension sur la SNCF qui pouvait être favorable à des gains de productivité. Il n'empêche que les gains de productivité n'ont pas permis une réduction des coûts de l'entretien, puisqu'on constate un renchérissement des dépenses. Pourquoi un renchérissement? Quelques raisons rapidement. D'abord, la multiplication de chantiers a créé une tension du côté des entreprises capables de mener à bien ces chantiers. De plus en plus, il a fallu faire des travaux la nuit. Les travaux la nuit coûtent plus cher que les travaux le jour. Donc, on constate une augmentation des coûts. Troisième point, le réseau ferroviaire continue de vieillir. Malgré l'effort incontestable et important qui a été mené depuis le constat fait par le rapport Rivier, malgré le doublement des investissements annuels de renouvellement, l'âge moyen des voies continue d'augmenter. Et ce qui est préoccupant, c'est que le réseau qui vieillit le plus, c'est le réseau structurant, et le réseau qui a le plus bénéficié de l'effort de renouvellement, c'est le réseau secondaire, parce que c'est plus facile d'interrompre les circulations, parce qu'on y travaille plutôt de jour que de nuit, parce que la pression locale a été plus forte. Toujours est-il que dans l'effort de renouvellement mené ces dernières années, le réseau secondaire a davantage bénéficié du renouveau que le réseau structurant, ce qui est une préoccupation. Quatrième point, une rénovation du réseau de plus en plus financée par l'endettement. RFF a presque nécessairement été amené à recourir de façon croissante à l'endettement. Alors, je ne développerai pas le sujet de la dette ferroviaire, qui est un sujet en soi, mais il n'y a pas de miracle. Puisqu'il y avait un effort de renouvellement, il fallait bien le financer. Les péages ne suffisaient pas à assurer ce financement. On aboutit donc à des choix, à l'idée qu'il faut faire des choix difficiles, mais que ces choix sont inéluctables. Comment affecter au mieux une ressource de plus en plus rare? L'allocation de cette ressource devra d'abord porter sur les investissements. Il faudra choisir plus que ça n'a été fait, ou peut-être mieux que ça n'a été fait, entre préserver le réseau existant et développer de nouvelles lignes. C'est un sujet qui a été largement débattu l'année dernière aux assises du ferroviaire. Il faudra se poser la question, inévitablement, de la taille et de la consistance du réseau. Un effort financier important a été fait, je l'ai dit, et cet effort ne permet pas de rajeunir le réseau. Il faudrait donc soit un effort encore plus important sur le plan financier, soit une réduction de la taille du réseau, donc moins de kilomètres à renouveler et à entretenir. La Cour ne saurait conclure le rapport en disant que d'un trait de plume, on peut rayer un certain nombre de lignes ferroviaires. Tel n'est pas l'esprit du rapport, tel n'est pas d'ailleurs son contenu, mais il nous semble possible d'imaginer une action concertée avec les collectivités concernées sur cette taille du réseau, en se souvenant que qui dit transport local, voire même TER, ne dit pas forcément train. Il y a des dessertes qui sont assurées par des autocars, et ceci, évidemment, conduirait à réduire l'ampleur du problème. Voilà, Monsieur le Président, j'en ai terminé à ce stade. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous avez bien posé les principaux termes de cette problématique. Je vais donc me tourner vers les deux organismes qui entretiennent des relations contractuelles complexes et lourdes, nous dit-on, et me tourner aussi vers la tutelle. Monsieur le Directeur général, il serait souhaitable
que vous puissiez réagir sur 3 thèmes. La Cour a relevé que le système de relations conventionnelles entre RFF et SNCF Infra est à bout de souffle. Je cite. Elle a relevé que la dérive des coûts de la maintenance est manifeste. Elle a relevé que l'on a plutôt tendance à se concentrer sur des petites lignes que sur des grandes. Alors, quels sont vos éléments de réponse à ce sujet? J'ai le souvenir, pardonnez-moi cette facétie, qu'il y a quelques années, on se gaussait de la situation de nos amis anglais qui avaient été caractérisés d'ailleurs par des accidents. Et on disait, nous, notre système est meilleur. Alors, est-ce qu'il l'est réellement? Et second thème, et qui résulte du premier, à la fin de l'année 2011, la ministre d'alors, ministre en charge de l'écologie, des transports, avait annoncé, lors de la clôture des assises du ferroviaire, une unification de la gestion de l'infrastructure, c'est-à-dire une fusion SNCF Infra RFF. Alors, l'ancien gouvernement ne l'a pas fait, le nouveau pas encore, ou pas davantage. Il n'a pas communiqué sur ce sujet, donc il serait heureux que nous puissions connaître vos orientations, au moins vos opinions. Et en troisième lieu, s'agissant de l'équation financière de la maintenance du réseau ferré, la Cour estime, me semble-t-il, sous son contrôle, que sans évolution structurelle sur la taille du réseau, la maintenance va inexorablement conduire à l'augmentation sensible, au moins 1 milliard par an, de la dette de RFF. Alors je sais bien que l'on fait des efforts méritoires pour ne pas présenter cette dette avec celle de l'État. Néanmoins, il est bien clair que RFF est un établissement public de l'État, que sans l'État, RFF n'existerait pas, que cette dette, même si elle n'est pas formellement, peut-être, susceptible d'être qualifiée de maastrichtienne, c'est un engagement financier de l'État. Même si ce n'est pas juridiquement, économiquement, c'est incontestable. Donc, la progression de la dette de RFF est un réel problème pour les finances publiques. Cela entre dans l'ensemble des problèmes que nous avons à traiter. Partagez-vous avec la Cour le sentiment que l'équation financière actuelle n'est pas tenable? Voilà, messieurs, je vous livre ces questions pour que vous puissiez, vous aussi, de manière synthétique, répondre à ces observations, à cette analyse de la Cour, à la suite de quoi le président Val, le rapporteur général de la Commission des finances, la rapporteure spéciale et nos collègues qui ont demandé la parole vont pouvoir nourrir la discussion de leurs questions. Dans l'ordre qui vous semblera le bon. Messieurs les Anglais, tirez les premiers. Encore la nationalité britannique, Monsieur le Président. Mais je tire quand même. L'État, voilà qui est bien, voilà qui nous satisfait. Ça vous rassure, l'État les met d'accord. Très bien. Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Je voudrais réagir effectivement assez brièvement à quelques-uns des points qui ont été évoqués par le Président, puis repris par vous-même. Sur la difficulté des relations entre les deux entreprises, mes voisins s'exprimeront. Je pense qu'effectivement, l'organisation telle qu'elle est pose un certain nombre de difficultés qui ont néanmoins été aplanies ces derniers temps, mais que, à terme, ce qui est ressorti effectivement des assises du ferroviaire, à savoir qu'il fallait s'orienter vers un gestionnaire d'infrastructure unifié, fait très largement consensus parmi tous les acteurs du système ferroviaire. Ça serait une source de simplification et de mise en tension du système, pour peu que l'on puisse conclure, que l'État conclue avec ce GIU un contrat de performance dans lequel il fixe des objectifs à la fois en termes qualitatifs et quantitatifs et financiers sur la gestion du réseau. Donc sur ce point, on
pourra plus détailler les raisons qui ont créé des difficultés, mais je crois que ce n'est pas forcément l'objet. Sur l'objectif, il est clair. Cette question, qui est celle que vous avez d'ailleurs reposée à la fin de votre intervention, elle est clairement au centre des réflexions que mène actuellement le gouvernement. Le sujet étant comment positionner ce GIU dans une architecture nouvelle et que ce soit compatible avec la réglementation européenne. Sur le problématique de la dérive des coûts, là aussi RFF pourra en dire un peu plus, mais il est évident que maintenant que l'on s'attaque aux lignes les plus circulées du réseau pour faire de la régénération, il y a des vraies problématiques de maintenir la circulation. Et comme l'a dit le président de Schumacher, nous généralisons de plus en plus les travaux de nuit, ce qui évidemment entraîne des surcoûts, sans négliger d'ailleurs un certain nombre d'aspects à la fois de sécurité et d'aspects sociaux que la SNCF Infra connaît bien. Donc c'est une explication importante de la dérive des coûts. L'autre explication de la dérive des coûts, c'est malheureusement que nous avons connu une dérive des coûts des matières premières, en particulier de l'acier, qui effectivement entre largement dans la production et dans la tarification, enfin dans la production des travaux. Sur le fait que les petites lignes aient été traitées en priorité, j'ai vu que ça vous avait surpris, Monsieur le Président. C'est effectivement surprenant, mais il y a deux raisons très, très objectives qui ont justifié ça. La première raison, c'est qu'effectivement, c'était de loin les lignes sur lesquelles il était le plus simple de faire les travaux, et que lorsqu'il a été question de faire le plan de relance qui avait été décidé en 2008-2009, les premiers travaux qui pouvaient être faits étaient de toute évidence ceux-là, puisqu'ils nécessitaient le moins d'organisation complexe à mettre en place. C'est évidemment pas du tout la même chose de faire les travaux sur une ligne où il y a 10 trains que sur une ligne où il y a plusieurs dizaines de trains qui circulent par jour. Ceci dit, ce n'est pour l'instant, et c'est bien comme ça que c'est compris, c'est une programmation en avance par rapport aux travaux qui sont maintenant actuellement lancés sur les réseaux de grandes lignes et sur lesquels nous nous attaquons. Donc, in fine, l'équilibre qui était prévu de régénération entre le réseau, je dirais, principal et le réseau secondaire sera maintenu. Donc, il y a vraiment cet effet du plan de relance. Et puis, il y a une deuxième raison qu'il faut aussi bien donner, c'est que les régions, effectivement, ont vu un grand intérêt, effectivement, à avoir des cofinancements des travaux de régénération sur le réseau secondaire, et que ça a effectivement amené des plans de financement qui ont également accéléré un peu le système. Donc les deux raisons extrêmement objectives qui ont conduit à ça. Ce résultat qui peut paraître paradoxal, mais encore une fois qui clairement devrait être rattrapé dans les toutes prochaines années. Sur la fermeture de nombreuses lignes du réseau secondaire, je ne m'aventurerai pas beaucoup sur ce terrain, vous vous en doutez, Monsieur le Président. Je dirais qu'une politique nationale qui consisterait à dire il y a X milliers de kilomètres du réseau qu'il faut fermer n'a, à mon avis, aucune chance d'aboutir et n'est pas souhaitable. Je pense par contre que de traiter au cas par cas avec les régions les lignes qui paraissent effectivement les plus fragiles, les moins fréquentées, et d'examiner au cas par cas si il y a des possibilités de substitution routière, qu'un accord entre les entreprises publiques et les régions et l'État est une piste qui doit pouvoir permettre effectivement de régler un certain nombre de cas et de diminuer un tout petit peu la taille du réseau. Mais encore une fois, l'idée d'imaginer une politique générale qui conduise à ça, je ne pense pas que ça soit, en tout cas pour l'instant, une piste qu'on puisse vraiment envisager. Je m'en suis d'ailleurs expliqué avec la Cour lorsque la Cour a bien voulu m'auditionner sur ce sujet. Voilà, je crois, sur la première thématique. Si vous le souhaitez, le plus simple, c'est peut-être qu'on parle des thématiques les unes après les autres. Donc Bien, Monsieur le Directeur Général, est-ce qu'à ce stade, les représentants groupe SNCF et RFF ont des considérations à faire valoir ? Oui, si vous le permettez, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, peut-être deux ou trois remarques d'introduction. La première, c'est que la Cour des comptes nous ausculte sous divers angles depuis plusieurs années, et je pense qu'elle commence à bien connaître le réseau ferré, et donc je crois que les conclusions qui vous sont soumises me paraissent à la fois documentées et raisonnables, même si elles sont parfois un peu douloureuses à entendre pour les entreprises concernées. La deuxième chose, c'est que je crois que si la création de RFF il y a 15
dernières ans a eu une vertu, c'est au moins de faire émerger le réseau ferré existant comme objet industriel à part entière, avec, je crois, et je crois que cette audition le montre, une meilleure connaissance de l'état physique du réseau, de ses coûts, de ses recettes. Et donc je crois qu'il y a là un gain de transparence qui est utile au débat public. Alors ce que je voudrais peut-être dire de manière très synthétique sur le fond, c'est que suite notamment à l'audit Rivier qui a été cité et qui a été très structurant pour nous, un effort très considérable de renouvellement du réseau, de montée en puissance de ce renouvellement était engagé depuis maintenant 3 ans. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est aujourd'hui dans cette phase, je dirais, de montée en puissance du renouvellement qui évidemment soulève de manière au moins transitoire 2 questions qui sont la question des travaux et la question de l'équation financière. Nous sommes aujourd'hui dans un travail de rénovation qui a doublé depuis quelques années et donc chaque année nous rénovons 1000 km de voies. C'était 500 km il y a quelques années. Et donc on voit bien que cette montée en puissance des travaux crée un certain nombre de perturbations possibles sur les circulations, notamment sur les circulations en zone dense, qui sont celles qui ont cru le plus vite au cours des années récentes. Et donc, on est face à un sujet, un premier sujet, je dirais, industriel. Pardonnez-moi, Monsieur le Directeur Général, sans doute un lapsus. Vous avez dit chaque année, nous rénovons combien de kilomètres ? 1000 km. 1000 kilomètres. 1000 kilomètres. 1000 kilomètres. Chacun a bien entendu 1000 kilomètres. Voilà. Contre 500 kilomètres, voilà, au lieu de 500, voilà. Donc, on a effectivement un premier sujet qui est un sujet industriel, qui est comment, je dirais, continuer ces travaux en minimisant l'impact sur les circulations, notamment dans les zones denses. Le deuxième sujet, c'est que ce travail de rénovation qui monte en puissance, il coûte, puisque on parle au-delà des 2 milliards dépensés sur l'entretien courant du réseau d'un effort d'investissement de 1,7 milliard environ. Et il est clair que nous sommes dans une phase où l'enveloppe dédiée à la rénovation augmente, sans qu'à ce stade-là, elle ait d'effet visible sur les coûts d'entretien du réseau. Il est bien clair qu'on s'attend à terme à ce que l'effort de rénovation et le rajeunissement du réseau permettent des économies sur l'entretien. Aujourd'hui, cet effort de rénovation est trop récent pour qu'il ait des effets visibles et tangibles sur l'entretien. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on est aujourd'hui dans cette phase, je dirais, de transition qui est compliquée à gérer, à la fois sur le plan industriel et sur le plan financier. Et de ce que je voudrais peut-être juste dire simplement pour terminer cette introduction, c'est que dans notre esprit, cet effort de rénovation qui est engagé, il doit être poursuivi. Il doit être poursuivi sans doute pour encore plusieurs années et il doit gagner en efficacité. Et donc je pourrais, si vous le souhaitez, revenir pour vous dire de quelle manière on peut envisager de poursuivre cet effort de rénovation en cherchant à la fois en efficacité sur le plan des circulations et sur le plan des coûts. Merci, Monsieur le Directeur Général, de cette réponse tout à fait directe. Merci aussi au Directeur Général du ministère. Donc, au groupe SNCF de s'exprimer. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais peut-être revenir sur quelques éléments concernant le réseau et les coûts, d'une part, et le système, d'autre part. Tout d'abord, le réseau lui-même, ça a été dit dans la première présentation, reste encore un réseau vieillissant. C'est-à-dire que nous ne sommes pas encore parvenus au niveau de renouvellement des composants, à une politique de renouvellement d'un niveau suffisant pour endiguer le vieillissement du réseau. Alors bien sûr, le volume qui a été évoqué à l'instant ralentit cet effet de vieillissement, mais nous ne l'avons pas encore totalement endigué. Et de plus, le fait que nous n'ayons renouvelé globalement que 500 km de voies par an pendant près d'une trentaine d'années, 25 ans, au lieu d'un millier, qui est de l'ordre de grandeur que nous jugeons nécessaire, ensemble avec Réseau Ferré de France, montre qu'il y a un déficit d'entretien élevé, de maintenance élevé qui s'est accumulé. Et ceci conduit à un état du réseau en patchwork, si je peux me permettre ce mot, c'est-à-dire que devant la réduction des moyens financiers qui étaient à notre disposition, nous avons alors choisi de remplacer tantôt le rail, tantôt le ballast, tantôt les traverses, en faisant de petites zones plutôt que de grandes zones. Autrement dit, nous sommes aujourd'hui aux prises avec un réseau très hétérogène en termes d'état général. Sauf sur les lignes à grande vitesse,
nous avons choisi de ne jamais renoncer à des renouvellements massifs. Autrement dit, quand nous décidons de remplacer des rails entre Paris et Lyon, nous le faisons sur la totalité de la longueur. Quand on transforme le ballast, là aussi on le fait de manière très massive. Je le disais à l'instant, donc il faut arriver au bon niveau de renouvellement des composants. Et si on le résume souvent au kilomètre de voies renouvelées, les autres composants sont aussi au cœur de nos préoccupations, que ce soit les caténaires, les systèmes de signalisation d'espacement de train, les postes d'aiguillage. Le besoin de renouvellement concerne tous les sous-systèmes et pas exclusivement la voie elle-même. Alors, la relation contractuelle entre RFF et nous-mêmes, assez bref, ça a été mentionné par Alain Quinet, crée une tension, je dirais une exigence en termes de recherche d'efficacité de la part de SNCF Infrastructure. Et je dois dire qu'au cours de ces 6 dernières années, nous avons veillé à transformer nos méthodes, à transformer nos organisations, à faire mieux apparaître nos 3 grands métiers, la circulation ferroviaire, la maintenance et les travaux sur le réseau et l'ingénierie de réalisation de la maintenance et des projets nouveaux, et que toute cette transformation a conduit à alléger les structures, à réduire des coûts internes et également nous a poussé à nous comparer à nos collègues d'autres pays d'Europe. Nous avons demandé au chemin de fer suisse de venir faire un état des lieux, d'apprécier quelles étaient nos méthodes, ça s'est passé en 2008-2009, de nous recommander quels progrès nous pouvions faire. Nous avons comparé nos méthodes également avec celles d'autres pays d'Europe tout autour de nous, en regardant comment nos standards techniques pouvaient se comparer, et nos méthodes d'intervention pouvaient être évoluées. Tout ceci d'ailleurs constitue des programmes de productivité que nous faisons vivre chaque année et que d'ailleurs nous cherchons à renouveler sans cesse, puisque nous entamons actuellement un nouveau cycle de définition de nouvelles opérations d'efficacité et de productivité. Alors, je crois que ça a été dit par Daniel Burso tout à l'heure, le regroupement des compétences d'infrastructure, nous y sommes tous très attachés et convaincus que c'est là une piste nécessaire. Le modèle d'aujourd'hui est morcelé. Il conduit à ce que les intérêts des uns et des autres ne soient pas rigoureusement alignés. Chacun, c'est logique, raisonne à partir de sa responsabilité, de son domaine d'intervention. Et donc, les procédures ont quelque peu pris le pas sur la recherche de performance. Et sans doute y a-t-il là de nouvelles choses à faire, même si depuis 2010, nous avons beaucoup travaillé ensemble à rapprocher nos équipes et à leur demander, sur des projets en commun, de nous faire leurs meilleures propositions pour faire évoluer l'état du réseau. Et donc notre conviction, c'est bien qu'un gestionnaire d'infrastructure intégralement responsable aura une politique d'efficacité en termes de qualité des sillons qu'il délivre aux transporteurs, une politique industrielle et technique qu'il faudra reconstruire, évoquer, et puis bien sûr tout ceci en portant la responsabilité sociale et regroupant 50 000 personnes, puisque la somme des compétences d'infrastructure d'aujourd'hui, de RFF, circulation ferroviaire et SNCF Infra, représente un peu plus de 50 000 personnes. Voilà les premiers éléments que je souhaitais Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Alors, je vais à présent passer la parole au Président Val, s'il le veut bien. Nous avons le plaisir d'accueillir les membres de sa commission, nombreux ici ce matin. Merci, Monsieur le Président. Bien sûr, je pense qu'il est normal que les membres de cette nouvelle commission soient nombreux, puisque je crois que tous les thèmes de cette nouvelle commission sont concernés par cette audition. Et je voudrais d'ailleurs féliciter et remercier ma collègue, Madame Deségaux, d'avoir évidemment provoqué à la fois ce rapport, dont je remercie la Cour, et les premières réactions. Même si ces premières actions n'amènent aucune surprise en ce qui nous concerne, puisque nous avions auditionné le président d'RFF en 2010. Nous avions découvert à ce moment-là le déficit dont le président Marini a parlé. Et nous avions été révoltés par le fait que le président avait reconnu lui-même qu'il n'avait pas de partenaire financier d'ailleurs pour continuer, ce qui était assez révoltant. Au moment où nous avions apporté une attention particulière à ces partenaires financiers. Et enfin, l'examen du SNIT nous avait évidemment conforté dans l'idée que, certes, l'urgence concernant les problèmes de voies ferrées, de transport de voyageurs était évidente, mais qu'il y avait aussi une notion d'aménagement de territoire sur lequel
sur laquelle notre commission sera très vigilante. Et à ce titre, je suis l'élu d'une région qui, en Midi-Pyrénées, a vu donc cette région se substituer à RFF en investissant plus de 600 millions d'euros pour que entre 700 millions d'euros, mon collègue me corrige puisqu'il y a eu des négociations au dernier moment pour transférer une partie de cet argent sur la route, pour faire 700 millions d'euros pour que les trains ne s'arrêtent pas. À ce propos, je considère d'ailleurs que là, il y a un crédit ouvert, que forcément nous serons obligés de faire des choix. M. Burceau et le rapport le précise. Mais il serait totalement injuste que dans les régions où nous sommes substitués en avance sur le réseau terre, il y a ensuite dans les choix une non prise en compte d'une partie de cette avance financière qui a été faite et qui est non négligeable, surtout quand elle se cumule avec la participation éventuelle potentielle future des TGV sur Bordeaux-Toulouse. Donc nous serons très vigilants et encore une fois je remercie mes collègues de la Commission des finances d'avoir ouvert ce débat qui est capital pour notre territoire. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, dans la suite de vos propos, je suis tenté de passer tout de suite la parole à François Patria, car la problématique régionale est évidemment au cœur de notre débat. Tout ce qui a été dit, en particulier sur les lignes secondaires, est lié aux compétences des régions, à leur mode d'intervention, à leur budget. Et beaucoup plus largement d'ailleurs, s'agissant du schéma et de l'évolution des infrastructures, les régions sont des partenaires essentiels dans ce jeu institutionnel. Donc, chers collègues, vous souhaitiez vous exprimer sur le sujet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les directeurs, Messieurs les Présidents. Oui, j'ai souhaité réagir un peu parce que, au-delà de ce constat accablant, voire répétitif, sur l'état du réseau et sur le manque de réponses efficaces qui nous sont proposées, je voudrais rappeler que dans ce domaine, le domaine des transports, les trains, compétences région, l'effort réalisé par les régions, ça vient d'être signalé à l'instant par mon collègue pour Midi-Pyrénées, j'avais retenu le chiffre de 800 millions que m'avait donné Malvy, mais 700, l'effort propre des régions est aujourd'hui, Monsieur le Président, du triple de ce que les transferts d'État lui avaient confié. C'est-à-dire que les régions, aujourd'hui, ont multiplié par 3 la somme qui leur avait été transférée pour s'occuper des trains, pour agir sur les trains. Alors nous sommes aujourd'hui cofinanceurs. Vous l'avez dit dans les plans de relance. Quand il y a eu le plan de relance, les régions ont été aussitôt associées. Nous y sommes dans les contrats de plan, en dehors de nos compétences, dans l'infrastructure. Nous y sommes dans les TER, nous y sommes dans les LGV, et nous y sommes dans les comités de ligne, puisque chaque semaine, lorsque je participe à un comité de ligne, j'ai des mécontentements notoires de me dire des voyageurs, vous vous rendez compte, Monsieur le Président, le nombre de retards dans les trains consécutifs, et quand il faut expliquer aux voyageurs de Joigny ou de Sens, 8000 personnes prennent le train chaque jour à Sens pour venir travailler à Paris, que pendant 2 ans encore, à cause des travaux sur Paris-Lyon, ils auront tous les jours des retards de train, des trains immobilisés en race campagne sans explication pendant une demi-heure. Vous imaginez que c'est sur les régions que revient la difficulté. Alors on a payé les LGV, alors là pour des sommes, collègues de Franche-Comté, Cratage et Cesson, nous avons payé, et de surcroît, dans les conventions avec la SNCF, Messieurs les directeurs, Messieurs les présidents, nos conventions augmentent de pratiquement 5 à 8% par an, et la réponse que nous fait la SNCF, c'est de nous dire, mais nous sommes confrontés à une hausse des péages importante, qui se répercute dans vos conventions, et des conventions, je vous donne l'exemple de la convention pour la région Bourgogne, elle est passée entre 2007 et 2012 de 105 millions à 155 millions d'euros. Convention annuelle. Somme incompressible dans les économies qu'on nous demande de faire aujourd'hui. Alors, j'ai bien entendu, Monsieur le Président, que vous proposiez de remplacer quelques lignes. Il y a peu de voyageurs, je comprends, par des bus. Là encore, vous avez répondu qu'on ne pouvait pas le faire plus. Je ne sais pas si on ne va pas le faire plus, mais il viendra bien un moment
devant l'inadéquation financière, pour parler un peu avec Blaise. Le manque de moyens, il faudra bien trancher. Vous dites aujourd'hui 1000 km de rénovation par an, c'est un rythme qui est soutenu, je le conçois. J'ajoute que les régions ont fait passer le matériel de transport en 8 ans d'une moyenne d'âge de 35 ans à 15 ans d'âge. Nous avons participé par là même à l'entreprise. Vous connaissez les entreprises ici en France, Alstom et d'autres canadiennes à côté. Donc, on ne pourra pas demander plus aux collectivités. Je ne sais pas s'il y a une piste à tracer aujourd'hui. Il faudra bien qu'on fasse les choix entre les lignes totalement déficitaires, les lignes sur lesquelles on fait passer des trains à grande vitesse et des TER, et puis les nouvelles LGV qu'on doit construire. Est-ce qu'on a les moyens de faire les trois en même temps aujourd'hui? Je vous le dis. Il y a des lignes qui sont engagées aujourd'hui. Exemple, sur la ligne LGV Rarône. Est-ce qu'il faut aujourd'hui construire la branche sud, la branche ouest, ou bien est-ce qu'il ne faut pas, pour faire une économie, mettre en situation Dijon-Lyon, je prends cet exemple parce que je le connais bien, pour qu'il puisse y avoir dessus et les LGV qui descendront de Strasbourg, et les TER tous les jours. Une fois pour toutes, on fait les travaux et on fait l'économie d'une ligne LGV supplémentaire. Moi, j'aimerais qu'au-delà des deux pistes qui ont été, vous dites, il faut poursuivre la rénovation, oui, mais comment et avec quoi? Parce que là, vous posez les questions, vous donnez les engagements, mais personne aujourd'hui ne donne les solutions. Merci beaucoup au président François Patria. La Cour et les représentants des entreprises et la tutelle répondront, et j'espère de manière précise, à cette intervention qui est très riche et très documentée, qui par parenthèse montre que le cumul des mandats peut comporter aussi certains avantages. Pardonnez-moi, de le rappeler, c'est un petit clin d'œil. Et je vais donc demander à la rapporteure spéciale de revenir dans le sujet avec quelques questions brèves. Peut-être au rapporteur général, lui demander s'il souhaite s'exprimer. Ensuite, donc, nos invités répondront, puis nous allons prendre l'ensemble des questions. Et j'ai déjà des demandes de Michel Teston, Robert Navarro, Marie-France Beaufils, Jean-Paul Émorine, mais sans préjudice d'autres collègues. Voilà, Yves Cratinger, Claude Haut souhaitent également s'exprimer. Donc, Madame la rapporteure spéciale. Merci, Monsieur le Président. Je vais rester dans les 3 points que vous avez soulevés, notamment sur le premier, qui est l'inefficacité et le coût de l'organisation actuelle. Je suis tentée de vous poser une première question, Alain Quinet, Pierre Izard et Daniel Bourseau. Selon vous, en matière de gestion de l'infrastructure, je voudrais vous demander tout simplement qui est le chef, qui est-ce qui décide. Alors, c'est vrai que j'en conviens, c'est presque un peu impertinent de poser cette question, mais c'est tellement révélateur, pardonnez-moi, de la situation actuelle. Donc, voilà, je voudrais vraiment que cette question, vous osiez y répondre, et puis qu'aussi vous nous expliquiez quand même sur l'inefficacité et le coût actuel, comment on a pu arriver aujourd'hui à ce point bureaucratique, procédurier. Enfin, on est arrivé vraiment à quelque chose qui est absolument inextricable. À la lecture du rapport, je voudrais aussi dire qu'il me semble que la tutelle apparaît quand même étrangement absente. Et je me pose la question, pourquoi l'État n'a pas pris ses responsabilités pour porter remède aux défauts structurants quand même de l'organisation française? Comment se fait-il que 14 ans après, RFF ne soit toujours pas en mesure d'assurer seule la maîtrise d'ouvrage? Pourquoi on a autant de données qui lui manquent sur la connaissance du réseau? Ça, c'est quand même quelque chose qui m'interpelle. Est-ce que RFF doit favoriser l'ouverture à la concurrence pour la maîtrise d'œuvre? Je pose la question, est-ce qu'il existe des entreprises capables de rivaliser avec SNCF Infra? C'est quand même ça le sujet. Et est-ce que le mode de rémunération au forfait de SNCF Infra doit évoluer? Ou est-ce qu'au contraire, il ne faudrait pas préférer un paiement après contrôle préalable des travaux par RFF, ce qui me semblerait quand même assez logique. Voilà pour l'essentiel des questions sur le premier point. Sur le deuxième point, le président Marini en a très bien parlé, mais la question, c'est effectivement de savoir si l'État envisage toujours de réaliser l'unification de la gestion de l'infrastructure. Et si oui, selon quel calendrier, selon quelle modalité? Parce que, franchement, sans même parler des problèmes techniques
je me pose la question de quand même de savoir s'il est réaliste que l'on puisse fusionner dans un seul ensemble deux entreprises qui sont quand même culturellement habituées à se disputer. En fait, est-ce qu'il ne faut pas craindre une résurgence en interne de tensions entre les anciens SNCF Infra et les anciens RFF? En tout cas, comment faut-il éviter tout cela? La Cour estime, en tout cas dans sa recommandation numéro 2, qu'il faut assurer l'émulation du futur gestionnaire unique par un contrat de performance exigeant en matière d'objectifs et de résultats, de maîtrise des coûts et de gains de productivité, dont la mise en œuvre serait vérifiée par des audits extérieurs et assortis de mécanismes d'intéressement. Alors, le sujet, c'est comment la tutelle entend-elle mettre en œuvre cette préconisation. Enfin, sur le dernier point, qui est l'équation financière de la maintenance du réseau ferré, c'est vrai que, très sincèrement, je voudrais savoir s'il y a des études aujourd'hui sur le dimensionnement du réseau actuel et quel avenir on peut réserver notamment au réseau secondaire. C'est quand même ça le vrai sujet. Ça a été très excellemment dit avant moi. Et moi, je voudrais faire observer que l'abandon de certaines parties du réseau dégagera des ressources pour l'entretien et le renouvellement des lignes les plus fréquentées, mais il ne réglera pas les problèmes d'arbitrage de RFF entre le besoin d'assurer ses recettes commerciales et celui de réaliser une maintenance au quotidien. Alors, la question, c'est les objectifs du contrat de performance, toujours, qualifiés de contradictoires par la Cour des comptes, sont-ils réalistes? Voilà, j'ai essayé d'être le plus court possible, Monsieur le Président, mais ce sujet est passionnant. Merci, chers collègues. Donc, nos invités vont s'efforcer de répondre dans quelques instants. Sur le gestionnaire unique et la fusion, beaucoup d'entre nous sont dubitatifs, car la mise en tension par le contrat entre les deux organismes a sans doute des vertus, peut-être les avons-nous exagérées. Lorsque ce dispositif a été créé en 96-97, mais pour autant, faut-il aujourd'hui vraiment faire le contraire et créer quelque chose d'encore plus considérable et difficile à gérer? C'est une réelle question pour beaucoup d'entre nous. Monsieur le rapporteur général. Oui, merci Monsieur le Président. Juste deux choses pour compléter ce qu'a dit très bien Madame Deségo. On a conscience que l'équation financière est terriblement difficile aujourd'hui. Donc ma première question est simple, c'est de savoir s'il y a à l'heure actuelle des anticipations rationnelles fiables qui sont conduites pour voir de quelle façon, outre ce qui est annoncé sur la limitation de l'usage des lignes secondaires ou les ajustements des investissements à venir, on nous annonce qu'il y aurait des changements importants, des réductions de périmètre sur les ambitions qu'on avait par le passé. Est-ce qu'il y a des anticipations financières rationnelles qui nous permettraient d'être éclairés sur la façon dont on anticipe les choses? Parce que 1,5 milliard de dettes de plus par an, on sent très bien que dans le contexte actuel, ça ne tient plus sous très peu de temps. Et donc, j'imagine qu'on a déjà un peu réfléchi à la question. Et la deuxième interrogation que je pouvais faire valoir, en complément de ce qu'a dit la rapporteure spéciale, porte sur ce que vous avez dit sur les comparaisons au sein de l'Europe. Est-ce que, à travers ces comparaisons que l'on peut faire aujourd'hui ou les concertations que vous avez avec d'autres compagnies en Europe, vous en tirez quelques enseignements? Est-ce que, par exemple, la comparaison avec le modèle allemand vous apporte quelques pistes s'agissant de la consolidation de l'ensemble des capacités d'action au sein d'une structure unique? Est-ce qu'au sein de l'Europe, vous trouvez matière à vous donner un peu d'optimisme sur la façon, au fond, d'organiser les choses pour l'avenir? Monsieur le rapporteur général, si vous permettez, je vais peut-être prendre encore deux interventions. Je souhaiterais aussi concise que possible, et ensuite la Cour et nos interlocuteurs vont s'efforcer de répondre. Donc je me tourne vers Michel Teston pour la Commission du développement durable, sénateur. Merci Monsieur le Président. Moi, je voudrais faire part brièvement de quelques remarques sur les principales recommandations du rapport de la Cour, mais évoquer aussi un aspect essentiel
qui n'est pas abordée, ce qui m'a étonné dans ce rapport, c'est la question de la résorption de la dette historique de RFF. Parce qu'en effet, je ne vois pas comment on peut recommander une réorganisation du système ferroviaire si on ne traite pas en parallèle la question de la dette de RFF. Alors, quelques mots sur les 5 recommandations. Première recommandation, l'unification de la gestion de l'infrastructure ferroviaire. Le président Marini a dit que certains étaient sceptiques, d'autres ne le sont pas. Je fais partie de ceux qui, depuis de nombreuses années, plaident ici au Sénat pour qu'on sorte du dispositif qui a été mis en place en 1997, qui a créé beaucoup de difficultés avec cette séparation donc, entre le gestionnaire d'infrastructure et l'opérateur historique, et avec en plus une gestion déléguée par RFF à SNCF Infra. Donc de ce côté-là, en ce qui me concerne, je trouve que cette recommandation est bonne. Deuxième et troisième recommandation, c'est donc l'effort d'efficacité et de gain de productivité. Comme Pierre Izard l'a rappelé, RFF, et Alain Quinet l'a dit aussi, RFF et la SNCF ont consenti des efforts importants de productivité au cours des dernières années. Il faut certainement aller encore plus loin. Est-ce qu'il faut un contrat de performance? C'est à voir. Probablement que c'est effectivement quelque chose qu'il faut envisager, mais il faut l'envisager dans un cadre pluriannuel, de manière à ce qu'on puisse effectivement trouver les bonnes solutions pour rénover principalement le réseau à des coûts qui soient plus équilibrés. Quatrième recommandation, privilégier l'action de rénovation. Alors ça, c'est effectivement quelque chose d'important. Il faut à l'avenir, comme on l'a demandé depuis de nombreuses années, privilégier l'action de renouvellement, de rénovation par rapport à l'action, je dirais, quotidienne de maintenance qui coûte extrêmement cher. Et par contre, je voudrais faire une remarque sur la recommandation de la Cour qui indique qu'il faut privilégier le réseau structurant par rapport au réseau à faible trafic. Cela paraît être une évidence. Toutefois, comme l'a dit François Patria, les régions ont consenti des efforts importants sur le matériel, mais aussi pour certaines d'entre elles, pour la rénovation du réseau, et certaines petites lignes présentent un intérêt pour la desserte régionale. Et donc, dire a priori qu'il faut absolument privilégier le réseau structurant par rapport au réseau à faible trafic, c'est ne pas tenir compte, finalement, des souhaits des régions. Ça doit être fait en lien avec les régions. Voilà donc pour ces 4 recommandations. La 5e, hiérarchiser les lignes du réseau secondaire par ordre d'utilité décroissante. Bon, ça paraît logique, là aussi. Par contre, moi, je voudrais vous dire qu'on voit ressurgir tous les 15 ans cette idée qu'il faudrait fermer de nombreuses lignes, de nombreuses petites lignes. Alors, je ne suis pas favorable personnellement à cette évolution, par une raison très simple, c'est que je ne pense pas qu'on construira une nation équilibrée si on ne prend pas en compte l'aménagement du territoire. Et Raymond Val, notre président, a eu raison de rappeler notre attachement au sein de la Commission de développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire sur cet aspect qui nous paraît essentiel. Un dernier mot sur le manque de ce rapport. Alors, ce n'était peut-être pas l'objet, effectivement, de la demande émanant du Sénat, mais on sait qu'il manque chaque année, les assises du ferroviaire, il y a quelques mois, l'ont confirmé, 1 milliard d'euros chaque année pour le bon fonctionnement du système ferroviaire. Or, chaque année, je pense que le directeur général adjoint de RFF confirmera mes propos, RFF doit trouver sur le marché financier 1,4 milliard d'euros pour pouvoir financer sa dette. Et donc, quand on rapproche les deux sommes, on se rend compte que si on trouvait une solution pour pouvoir permettre à RFF de rembourser, à RFF ou à la nouvelle structure, je ne sais pas comment on fonctionnera à l'avenir, de rembourser cette dette historique, on aurait fait un effort considérable pour trouver les moyens pour accélérer la rénovation du réseau et peut-être par ailleurs, dans ces conditions, pour pouvoir poursuivre peu à peu le développement aussi du réseau à grande vitesse. Voilà les quelques remarques que je souhaitais faire, mais ce sont vraiment, pour l'instant, des remarques très générales, parce qu'il me semble qu'il faudra qu'on avance davantage, notamment sur la question de la réorganisation du système ferroviaire national. Pour terminer cette salve, cette série d'interventions toutes très substantielles, je me tourne vers Marie-France Beaufils, représente un groupe qui ne s'est pas encore exprimé et qui est en plus maire d'une ville de tradition ferroviaire.
Merci. Merci, Monsieur le Président. Oui, quelques interrogations par rapport aux présentations qui ont été faites tout à l'heure. Je crois que la question qui nous est posée, c'est en effet, il y a quelques années, on a eu les travaux de l'école de Lausanne qui ont permis de mesurer l'ampleur du chantier qui était à engager. J'aurais trouvé intéressant que vous puissiez nous dire quelle est la proportion de ce que l'école de Lausanne demandait qui a été véritablement mise en œuvre aujourd'hui pour avoir une bonne mesure de ce qu'il nous reste à faire. Je pense que c'est important, même si, comme vous le disiez tout à l'heure, le réseau a continué à se dégrader par rapport à, bien sûr, ce que disait cette étude à cette période. Deuxième question qui me semble importante, dans la réflexion que vous avez abordée, vous dites que la hiérarchie dans le choix, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, fait que ça vous semble presque anormal qu'on ait peut-être un peu trop privilégié le réseau, disons, secondaire par rapport au réseau plus intense en termes de trafic. Et je pense aussi que ce serait intéressant que vous nous disiez si c'est parce que les régions ont apporté leur contribution. Parce que c'est peut-être aussi quand même une des motivations qui a fait que ce choix a été réalisé, parce que sinon on ne comprendrait pas pourquoi en effet ce choix a été décidé. Donc moi j'aimerais bien qu'on se mette bien d'accord sur cet aspect, parce que ça me semble être important. Il y a un point que vous n'avez pas abordé du tout, et moi j'aimerais savoir si vous avez fait l'investigation. C'est qu'actuellement les lignes LGV sont essentiellement financées par des partenariats publics-privés, avec l'idée que peut-être par rapport à ce qui s'était fait précédemment, où en effet quand on a fait les grandes lignes LGV, on a abandonné une part du financement de la maintenance du réseau, peut-être qu'en prenant des PPP, on réduirait l'exigence de financement direct par RFF ou par la SNCF. Est-ce que ça n'est pas reculé pour mieux sauter, parce que on sait que si on fait faire par les PPP, on va avoir à rembourser et à prendre en charge quand même des choses lourdes, et que le coût de l'infrastructure va se reporter sur des péages qui risquent d'être plus élevés et qui vont donc se retourner en direction particulièrement de la SNCF ou des régions, et qui risquent de se retrouver avec des capacités moindres des régions de participer à la régénérescence du réseau de TER. Donc, moi, j'aimerais bien savoir si vous avez un petit peu fait d'investigation là-dessus. Enfin, vous savez que je ne suis pas partisante, bien sûr, du PPP, mais bon, ça ne change rien. J'aime bien qu'on investigue aussi sur un choix fait à un moment et qu'on puisse dire si oui ou non ça avait de l'intérêt ou pas. Je pense que c'est bien d'avoir aussi l'autocritique dans ce domaine. Moi, je voudrais revenir aussi après avec notre collègue Michel Teston sur mon attachement à l'aménagement du territoire en ce qui concerne le réseau ferré. Moi, je ne partage pas du tout l'idée que d'engager un programme de substitution des lignes les moins fréquentées par des liaisons par autocar. Alors, heureusement, vous ajoutez ensuite appuyer cette hiérarchisation sur des bilans financiers, sociaux et écologiques du réseau secondaire. Heureusement qu'il y a ce bilan proposé derrière, parce que réduire la capacité d'utiliser le réseau ferroviaire et de mettre sur car aura des incidences, ou aurait, je préfère le dire comme ça, aurait des incidences qui pourraient être lourdes en termes écologiques. Je crois quand même qu'il faut qu'on le prenne en compte. Et puis en termes de réalité des infrastructures routières. Et là, ce sont d'autres collectivités qui prennent en charge, mais il faut bien voir l'ensemble de la réalité économique du sujet. Et puis tout à l'heure, vous parliez des maillages insuffisants, réduire des voies aujourd'hui moins utilisées. Est-ce que ce n'est pas réduire le maillage et rendre encore plus difficile la capacité de reporter sur une partie du réseau quand vous en fermez d'autres? Donc,
Moi, je trouve que dans ce domaine-là, la réponse, elle n'est pas aussi simple, me semble-t-il, dans ce domaine. Dernier point que je voulais aborder, tout à l'heure, vous avez dit que dans les coûts élevés qui sont ressentis aujourd'hui dans la rénovation, vous avez bien sûr le fait qu'on travaille de nuit, mais vous avez dit aussi que la multiplication des chantiers avait rendu plus difficile la capacité des entreprises existantes à faire face. Est-ce que vous pourriez être un petit peu plus précis dans ce domaine? Je pense que ça serait pour nous important, parce que s'il faut développer l'activité industrielle de ces entreprises ferroviaires, ça mérite quand même qu'on puisse peut-être regarder d'un petit peu plus près ce qu'il en est. Alors, je ne reviens pas sur l'entreprise intégrée, vous savez combien moi je suis intéressée à ce sujet, mais pas seulement sur l'infra. Merci à Marie-France Beaufils. Voilà, donc la Cour, le ministère, SNCF, RFF, on s'est forcé de répondre. Et moi, j'ai tendance à penser qu'on oppose un peu trop les grandes infrastructures et les, entre guillemets, petites lignes, parce qu'il y a aussi une problématique commune. Moi, j'observe, étant un élu du grand bassin parisien, que la régularité des trains pour nos usagers quotidiens dépend pour une bonne part, et le respect des horaires, des travaux, des grands travaux sur les grandes infrastructures des grandes lignes. Donc, ce que disait François Patria sur le caractère dual de certains itinéraires, il faut bien le prendre en compte. C'est l'un des éléments de la problématique. Alors, Monsieur le Président de la 7e Chambre, quels sont les éléments de réponse que vous inspire toute cette série d'interventions? Monsieur le Président, je ne pourrais pas répondre à toutes les questions qui ont été posées. Parce que la Cour n'a pas travaillé sur tous les sujets. Je pense à la question des PPP. Pour l'instant, les PPP, c'est plutôt en devenir. Bon, donc, nous n'avons pas traité ce sujet et je ne pourrais rien en dire. En revanche, il y a des sujets que nous avons déjà évoqués dans des travaux antérieurs. Par exemple, le bilan écologique de la substitution, du remplacement d'un train par un autocar. C'est pas aussi simple parce que le train en général est sur une voie qui n'est pas électrifiée, de sorte que si elle était électrifiée, la voie, bien sûr, la réponse serait simple, il vaut mieux la voie ferrée que l'autocar. Mais sinon, c'est un peu diesel contre diesel. Alors, en ce qui concerne la dette de RFF, le sénateur Teston a tout à fait raison de dire que nous n'avons pas traité le sujet, mais c'est à dessein, parce que la commande initiale, c'était l'entretien. Bon, en accord avec Madame Deségaux, nous avons bien compris que l'entretien devait être compris au sens large, mais j'espère que vous admettrez que de proche en proche, ça serait tout le système ferroviaire français qu'il aurait fallu traiter. Là, ça dépasse un peu, j'allais dire, nos compétences humaines, en tout cas. Et donc, très objectivement, nous ne l'avons pas fait. Je l'ai dit d'ailleurs dans mon propos. Et il est sûr que c'est un sujet très important. Mais bon, là-dessus, je ne peux pas répondre. Le sénateur Patria a dit il faut choisir, il y a des choix à faire. Nous ne disons rien d'autre. En ce qui concerne le double usage des voies, alors là, je préfère ne pas répondre et ne pas m'aventurer dans un domaine où je risquerais d'être pris en défaut. Le double usage par un train à grande vitesse, lancé réellement à grande vitesse, et un TER, là, je crois que la réponse est simple, ça ne se fait pas. Le double usage d'une ligne par un TGV roulant à une vitesse normale et un TER, je présume que c'est possible. Je ne pourrais pas répondre et surtout pas répondre sur l'itinéraire qui a été mentionné. Donc là, vraiment, c'est aux entreprises de répondre. Voilà les quelques remarques que m'inspirent les questions qui ont été posées, mais je souscris à beaucoup de remarques qui ont été faites, y compris d'ailleurs celles qui relèvent l'incontestable effort qui a été réalisé. Bon, ça a été dit, on est passé de 500 km à 1000 km par an. Ça n'est pas rien. Bon, évidemment, 1000 km rapporté à 48 000 km, bon, mais c'est déjà mieux. Bon,
Le reste, c'est de l'arithmétique toute simple. Je laisse ça à tout un chacun. Un point quand même un point qui a été évoqué. Qu'avait demandé l'école de Lausanne et que demande-t-elle? L'école de Lausanne travaille à nouveau sur l'état du réseau ferroviaire. Nous n'avons pas eu connaissance des résultats de l'audit qui est en cours actuellement. Bon, je sais que nos voisins suisses se sont aperçus qu'il y avait certains éléments qu'ils avaient sous-estimés, je crois notamment les aiguillages, enfin, ce qui n'est pas ligne proprement dite, ce qui renchérit encore les travaux à faire, mais je le répète, ce document n'était pas terminé quand nous avons fait notre contrôle, il est peut-être terminé maintenant, donc je m'arrête là-dessus puisque je ne l'ai pas vu ce document. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, État et entreprise, si vous le voulez bien. Monsieur le Directeur Général. Monsieur le Président, merci. Je vais tenter d'apporter quelques éléments de réponse. La question frontale qu'a posée Madame Deségaux sur qui décide, je pense quand même qu'il y a une réponse qui est assez simple. Tout ce qui est travaux neufs, que ce soit les travaux de ligne nouvelle ou les travaux prévus dans les contrats de plan État-région, c'est clairement l'État, puisqu'il y a une signature qui engage l'État et des décisions qui sont prises par l'État sur cette thématique-là. Sur les travaux de maintenance dont on parle aujourd'hui principalement, l'État a signé un contrat effectivement avec RFF, un contrat de performance avec RFF, prépare la signature d'un nouveau contrat pour l'avenir. Et c'est dans ce contrat que sont définies les grandes orientations qui sont fixées à RFF pour la maintenance du réseau. Alors évidemment, ces contrats ne prévoient pas ligne par ligne ce qui sera fait, mais l'État clairement affiche par ce biais ses priorités et les orientations qu'il souhaite donner à la maintenance. Sur le sujet du GIU, je ne parle pas là de l'entreprise intégrée globale, je parle vraiment du GIU. Les assises ont effectivement débouché sur une conclusion qui était relativement unanime sur cette thématique-là, sur le fait qu'il fallait unifier le gestionnaire d'infrastructure. Le problème du positionnement étant une autre question qui est restée effectivement pour l'instant pas tout à fait tranchée, sur laquelle, comme je le disais tout à l'heure, le gouvernement est en train de travailler très activement. Il y a un certain nombre de raisons, je ne vais pas toutes les évoquer, mais il y en a une principale. Lorsqu'on a construit le service annuel 2012 pour les circulations, on s'est aperçu qu'effectivement, les gens qui préparaient les travaux au sein de SNCF Infra n'étaient pas toujours complètement en relation avec les gens qui traçaient les sillons. Et dans l'élaboration de ce schéma, il y a eu des vraies surprises parce qu'effectivement, des sillons qui étaient tracés sans tenir compte totalement des travaux qui étaient prévus pouvaient ne pas tout à fait être réalisables. Donc on s'est aperçu qu'il y avait un véritable besoin, effectivement, de rapprocher, et sur le plan, je dirais, fonctionnel, et sur le plan des systèmes d'information, l'ensemble des gens qui travaillaient sur les deux problématiques. C'est une des raisons, je crois, principales qui plaident pour cette unification du gestionnaire. Le sujet, encore une fois, de la relation avec l'entreprise ferroviaire est sans doute un sujet assez différent. Mais sur le gestionnaire d'infrastructure, je pense que ça ne souffre pas de débat. Un autre exemple typique, une des difficultés aussi que nous avons, qu'on constate, il y a un certain nombre de tunnels, effectivement, dont les travaux de remise en état ont été repoussés d'année en année parce que ça crée effectivement des difficultés de circulation. Il y a un moment où il faut effectivement qu'il y ait un gestionnaire d'infrastructure qui ait la responsabilité de ces choses-là et qui prenne la décision de le faire dans les meilleures conditions possibles, bien entendu, mais c'est clairement une fonction de gestionnaire d'infrastructure. Sur les sujets, puis je reviendrai 2 minutes après sur les problèmes financiers, sur le sujet des fermetures des petites lignes, dans mes propos, je me suis peut-être mal exprimé, mais je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas envisager un peu plus de fermeture. J'ai dit que ça devait être négocié vraiment au cas par cas et être regardé effectivement de très près en fonction d'études d'impact qui soient faites et des possibilités sérieuses ou pas de substitution routière. Ce que j'ai dit, et ça j'en suis profondément convaincu, c'est que décréter d'en haut qu'on se fixe un objectif de X milliers de kilomètres de fermeture de ligne, ça me paraît tout à fait impraticable, à la fois vis-à-vis des usagers et vis-à-vis des collectivités qui ont participé à l'ensemble des travaux. Donc il y a vraiment une réflexion, à mon avis, cas par cas à faire et pas de politique globale qui soit envisageable. Et pour répondre aussi à Madame Bouffice, moi je confirme, il me semblait l'avoir indiqué dans ma première intervention, que oui, le fait que les travaux sur les petites lignes aient pris de l'avance par rapport effectivement aux autres travaux,
Il y avait certes effectivement des problématiques d'organisation, parce que c'est plus compliqué de faire des travaux sur les lignes très circulées, c'est ce qu'évoquait Monsieur le Président, mais il y avait clairement effectivement l'effet du plan de relance qui avait été décidé par le gouvernement actuel, et également l'apport par les régions, évidemment de leur contribution financière. Enfin, le cas de Midi-Pyrénées a été cité, ce n'est pas le seul, il y a eu aussi un gros effort qui a été fait en particulier dans la région Auvergne, puisqu'il y a eu aussi un contrat de plan et en Bourgogne. Sur l'équation financière, sans rentrer dans le détail, je pense que quelques points peuvent être évoqués. D'abord, je crois qu'il faut regarder de près, puisqu'il y a eu des commentaires qui ont été faits sur le coût des travaux. Je pense que c'est intéressant, mais Alain Quinet a sûrement des éléments, de faire des comparaisons avec ce qui se passe dans nos pays, dans les autres pays européens. Et je ne suis pas sûr que la maintenance telle qu'elle est opérée actuellement sur le plan financier soit des coûts nettement plus élevés que dans nos pays voisins. Mes deux voisins pourront en parler plus longuement, que ce soit Alain Quinet ou Pierre Izard, qui s'est beaucoup intéressé à ce sujet. Couper un instant. Les coûts intègrent bien sûr les frais de structure des entreprises concernées. Bien sûr. Et il serait, je pense, utile à nos commissions d'avoir un tableau de comparaison par rapport à des fonctions analogues dans les pays européens avec lesquels vous êtes en relation. Bon, souvent, des élus locaux, par exemple, quand on leur demande de cofinancer des travaux sur des gares, comparant les devis du maître d'ouvrage SNCF à des devis généralement quelconques pour des travaux généralement quelconques, constate qu'il y a un écart significatif lié aux structures de l'entreprise, au déversement des différents étages de frais. Est-ce qu'il en va de même dans ce domaine de la maintenance ferroviaire? On peut comprendre que c'est quand même très spécifique et qu'il y a des prescriptions très lourdes, très précises à prendre en compte. Non, c'est bien pour ça que je tenais à mettre ce sujet sur la table. Une fois, je crois qu'il y a quelques éléments qui peuvent être donnés et je suis convaincu que les entreprises et l'État pourront vous apporter des informations complémentaires sur ce sujet. Ensuite, les sources d'économie, c'est ce qui a été évoqué, c'est bien évidemment la mise sous tension du système, avec des obligations qui seront prévues dans un prochain contrat de performance pour les deux entreprises, et notamment une surveillance très très précise des gains de productivité. D'ailleurs, la SNCF Infra s'est aujourd'hui engagée sur des gains de productivité de 0,8%, je dirais, à structure égale, et considère, ce qui rejoint d'ailleurs les analyses qui ont été faites, considère que si demain il y a un gestionnaire d'infrastructure unifié, ce gain de productivité pourrait être porté à 1,5%. Donc il y a des vrais sujets, effectivement, en termes de structure sur cette thématique sur laquelle on doit pouvoir faire baisser les coûts et détendre un peu le problème financier. La troisième approche, c'est évidemment ce qui a été évoqué, la problématique de l'affectation des contributions publiques entre l'affectation sur la régénération du réseau et sur les travaux neufs. C'est un véritable sujet sur lequel le gouvernement a décidé de se pencher, puisqu'il a annoncé qu'il y aurait une réévaluation des projets du SNIT. C'est évidemment dans l'objectif de regarder de plus près l'arbitrage entre travaux neufs et travaux de maintenance et de régénération essentiellement. Et puis il y a le sujet qui a toujours fait couler beaucoup d'encre, mais qui à mon avis n'est pas clos, qui est celui de la problématique des péages, puisqu'évidemment les péages permettent à RFF de financer ses travaux, mais qui ne peuvent pas être fixés non plus à des niveaux qui soient insupportables tant par les régions que par la SNCF, entreprise ferroviaire pour ces TGV. Voilà quelques lignes de réponse, Monsieur le Président, sur les différentes questions. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Donc, Monsieur Quinet, à présent. Oui, merci Monsieur le Président. Si vous me permettez, je voudrais faire quatre points synthétiques. Le premier point qui décide, je crois qu'il faut, on gagnerait à distinguer clairement les choix politiques et les choix industriels. Il y a des choix politiques à faire qui ne sont pas de notre ressort sur la consistance du réseau ou sur les types de trafic que l'on va voir sur ce réseau. La France a des ambitions fortes à la fois en termes d'aménagement du territoire et en termes de mixité des trafics, puisque nous avons un réseau qui est au service à la fois de la grande vitesse, des trafics régionaux et puis du fret. Pour ce qui est des choix industriels, moi, qui sont, je dirais, du ressort du maître d'ouvrage et puis du mainteneur, ce que je voudrais dire très clairement, c'est que notre rôle face à une équation financière qui est souvent présentée comme impossible, c'est justement de rendre cette équation financière moins impossible. Et je pense qu'il y a au sein de nos entreprises un potentiel de performance industrielle important que nous cherchons à mobiliser et qui, je pense, dans la durée,
peut aider aussi à résoudre cette équation financière. Je voudrais vous en donner très simplement trois exemples. Premier exemple, l'effort de rénovation. Actuellement, effectivement, le PFL, qui a fait l'audit d'Irivier il y a 5 ans, est en train de revisiter, de faire un point d'étape à notre demande sur, je dirais, l'avancement de ces travaux et leur efficacité. Ce que nous dit le PFL, en quelques mots, c'est premièrement que cet effort de rénovation, il doit évidemment être poursuivi, que deuxièmement, effectivement, il doit être concentré sur le réseau structurant classique, parce que, en termes chronologiques, jusqu'à présent, l'effort a été fait sur le réseau à grande vitesse, simplement parce qu'il est plus jeune, et aussi sur ligne régionale, parce que, comme cela a été dit notamment par M. Patria, les régions ont cofinancé cet effort-là. Maintenant, comme l'a dit le Président, comme on est sur un réseau qui est très interconnecté, tout le monde a à gagner à ce que les grands axes classiques structurants du réseau fassent l'objet de la même attention. Le PFL nous dit une deuxième chose. Il nous dit que l'effort doit être massifié. C'est vrai que peut-être que par le passé, faute d'argent, la rénovation portait sur des petites portions d'axes, 10 km par-ci, 10 km par-là, là où ça nous paraissait le plus urgent. Et évidemment, pour que la rénovation porte du fruit et soit efficace, il faut qu'elle soit massifiée. Et donc maintenant, nous avons des travaux de rénovation qui portent sur des centaines de kilomètres entiers sur des axes, je pense notamment à l'axe atlantique. Et donc, je crois qu'on a cet effort qui est maintenant beaucoup plus industrialisé. La troisième chose, c'est que la rénovation, elle doit être globale, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une année la voie et puis l'année d'après, on revient couper les circulations pour faire la caténaire. Ce que nous dit le PFL, c'est que la rénovation, elle doit être globale, axe par axe. Le deuxième point que je voudrais souligner en termes de performance industrielle, c'est que nous faisons en sorte de préserver au maximum les trafics de voyageurs, aussi parce que ça permet de préserver nos péages et donc nos recettes financières. Et c'est pour ça qu'un effort considérable a été entrepris par l'appareil de production et notamment les personnels de SNCF Infra, puisque sur ce réseau dit structurant, maintenant 40% des travaux se font la nuit. La troisième chose, c'est que nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble pour améliorer, je dirais, au quotidien et un peu dans le détail, la performance industrielle de notre appareil de production. Nous avons des engins de travaux qui méritent d'être modernisés. Nous avons aujourd'hui, pour vous donner un simple exemple, 2 suites rapides sur le réseau qui permettent, je dirais, en une nuit, de faire 3 fois plus que les engins classiques. Voilà, il y a une 3e suite rapide qui va arriver début 2013 et je pourrais multiplier les exemples où on pourrait, voilà, un peu dans le détail, améliorer les performances industrielles. Le troisième point que je voudrais faire pour ne pas être trop long, sur les partenariats publics-privés, parce que vous avez posé la question, c'est un sujet effectivement qui dépasse un petit peu le champ de cette audition. Ce que je voudrais, au moins par rapport à ce qui nous intéresse, s'il y a peut-être un mérite des PPP qui mérite d'être considéré, c'est que le PPP oblige à mettre sur la table au départ l'ensemble du coût d'une ligne nouvelle, c'est-à-dire non seulement son coût de construction, mais son coût de maintenance. Et donc il y a un certain gain de transparence à poser sur la table entre le partenaire public et le partenaire privé, le coût du réseau d'une ligne nouvelle sur 25 ans, sur 50 ans, et d'anticiper dans ce coût global le coût de la maintenance, le coût de l'entretien. Ensuite, on peut débattre des conditions financières, mais il y a, je dirais, au moins cette obligation posée de penser la ligne dans son coût global. Quatrième point que je voudrais mentionner pour terminer, c'est l'unification du gestionnaire d'infrastructure. Très clairement, je crois que nous gagnerions beaucoup en efficacité si effectivement les différents métiers de l'infrastructure, c'est-à-dire SNCF Infra, RFF et puis Direction de circulation ferroviaire, étaient regroupés dans une même entité. Je voudrais dire simplement 2 choses. D'abord, c'est que nous cherchons, je dirais, par anticipation, à préfigurer par des plateaux communs industriels sur différents projets, à préfigurer voilà, ce que serait le fonctionnement, je dirais, plus unifié des fonctions essentielles de l'infrastructure. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est si un jour les fonctions essentielles doivent être regroupées, ce serait pour nous, en termes industriels et contractuels, évidemment, un progrès potentiel.
Ce progrès potentiel, de mon point de vue, il se fait quand même à deux conditions. D'abord, il faut que le système reste transparent vis-à-vis de toutes les parties prenantes, l'État, les régions, et donc je crois qu'il faudra que ce futur gestionnaire d'infrastructure soit transparent sur ses coûts, l'état du réseau, et que ceci puisse continuer à être suivi. Je pense qu'on a besoin, comme je l'ai dit, d'avoir une tutelle forte et une participation des régions pour clarifier ce qu'est la consistance du réseau, les trafics que l'on veut. Je crois enfin qu'il est important de mentionner le rôle du régulateur. Vous savez que dans le paysage institutionnel français, depuis maintenant 2 ans, nous avons l'autorité de régulation des activités ferroviaires qui est en place. Et je pense que si nous sommes unifiés un jour, nous n'aurons plus d'excuses, je dirais, à ne pas être performants et productifs. Et je pense qu'un des rôles du régulateur, à côté de la tutelle, c'est aussi, voilà, comme dans les autres entreprises qui sont régulées et les autres secteurs régulés, de pousser le gestionnaire d'infrastructure à plus d'efficacité année après année. Merci, Monsieur Quinet. Monsieur Izard. Oui, je vais être assez rapide. Madame a amené 2 compléments à ce qui vient d'être dit. Bon, tout d'abord, j'aimerais lever un doute, puisqu'il a été mentionné par le Président tout à l'heure, c'est celui de la pertinence de l'unification du gestionnaire d'infrastructure. Pour le lever, je dirais que nous vivons un système qui est une exception en Europe, et même une exception dans le monde entier, avec ce dispositif à 2 acteurs, l'un qui est gestionnaire d'infrastructure, l'autre qui est son délégué, et la complexité et les multiples interfaces que l'on vient d'évoquer il y a un instant. Le deuxième terme de conviction, c'est que je constate que partout en Europe, il y a des gestionnaires d'infrastructures qui regroupent la totalité des compétences qui viennent d'être appelées à l'instant, et que ces modèles fonctionnent, marchent, que les dispositifs de mise en pression, en sollicitation d'efficacité des gestionnaires d'infrastructures sont là, pays par pays, et que, bien évidemment, on concevra comment le faire également chez nous. Il a été mentionné la notion de contrat de performance qui a déjà existé pour un premier entre RFF et l'État, qui se travaille pour un second. Pour moi, c'est même plus que cela. Ce qui mettra en pression l'acteur en question, c'est véritablement la gouvernance de l'entité qui aura été créée. Et quand je regarde ce qui se passe dans les autres pays d'Europe, et nous passons du temps à comprendre comment ça fonctionne dans les autres pays d'Europe, on voit bien que c'est l'exigence de performance de l'entité elle-même, portée par sa gouvernance, autrement dit par ses conseils d'administration, par son modèle, et nous avons suggéré que ce soit plutôt un modèle en conseil de surveillance et en directoire, pour qu'il y ait véritablement un lieu qui veille à fixer les orientations et qui surveille la bonne gestion d'une équipe qui véritablement sera responsable de la bonne gestion industrielle, technique, économique, financière, sociale de l'ensemble regroupé. Quelqu'un mentionnait, vous le disiez, Madame, que tout ceci peut-il réellement aboutir alors que les acteurs ont pris peut-être l'habitude de se disputer. Moi, je voudrais témoigner que les travaux que nous menons ensemble sur des sujets précis qui ont été évoqués par Alain Quinet à l'instant, en donnant une mission à des acteurs à la fois de SNCF Infrastructure et d'RFF, et des objectifs, et donc en leur demandant de nous rendre compte, 2, 3, 6 mois après de leurs travaux, nous permettent vite de ne plus distinguer qui est quoi, et véritablement donnent de l'envie, donnent du souffle. Autrement dit, ce qui compte, ce sera le projet, ce sera la capacité d'emporter les 50 000 personnes vers un projet nouveau qui aura de la saveur, qui sera motivant pour des équipes nombreuses. Donc c'est une affaire de management qui est sous la question que vous avez soulevée. Mon dernier commentaire, il touche à l'équation financière et au coût. Lors des assises du ferroviaire, nous avions été beaucoup questionnés sur l'avantage économique de ce regroupement du gestionnaire d'infrastructure, et nous avions tenté d'en donner un ordre de grandeur. Nous avions explicité que les gains pourraient se situer, à nos yeux, entre 400 et 600 millions de dépenses annuelles sur le fonctionnement de l'infrastructure à l'horizon 2020. Documenter cela, et c'est bien sûr à votre disposition, ce sont des documents publics qui ont été déposés à ce moment, à la fois par des effets de productivité, mais aussi de simplification, de réduction d'interfaces, de diminution de coûts de structure entre nos entités, et
Ça n'est qu'une partie du chemin. Quelqu'un citait 1,2 milliard, 1,3 milliard comme étant le déficit et l'endettement complémentaire annuel du système ferroviaire. Donc ce que j'évoque là, ça en couvrira peut-être un tiers, mais c'est déjà un pas significatif. C'est la contribution que je crois la gestion d'infrastructure pourra apporter à une meilleure équation du système ferroviaire tout entier. Voilà donc pour cette audition qui a eu lieu mercredi dernier, salle Clémenceau, au Sénat. Vous pouvez bien sûr toujours retrouver la séance et les différentes auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.